Bonjour à toutes et tous. Mon nom est Vincent Gautret. Je suis le co-responsable de l'axe, comment s'appelle-t-il déjà? Cyberjustice, droit, cyberjustice et cybercriminalité dans un ordre peut-être un peu différent. Axe que je co-dirige avec la professeure Anne-Sophie Hulin qui malheureusement avait un empêchement aujourd'hui. Elle est excuse. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous convier à cette troisième club de lecture. En fait, club de lecture, en fait, qui était un constat qu'on faisait sur lequel, comme chercheur, on ne lisait pas assez. Et moi, souvent, je me rappelle quand j'étais directeur du CRDP, justement, je demandais à mes collègues qu'est-ce qu'il y avait de bien que je dois lire. Des fois, j'étais un peu étonné par le peu de face à l'urgence, certes, et des blogs. Et là, je trouvais que c'était important de faire des clubs de lecture sur des livres, c'est-à-dire sur des ouvrages marquants sur lesquels un auteur ou une autrice avait penché pendant quelques années. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire ce jeu, si je puis dire, de ce jeu de la connaissance avec maître Caroline Jonard, qui est associée chez Robic, bon, même ce qui est pays. Alors, je dirais pas son, son, son CV que j'avais disponible notamment sur la page de l'Obvia, mais elle est spécialiste évidemment sur toute question, les trois grands piliers de la propriété intellectuelle, mais plus largement sur le commerce électronique, sur la publicité, sur le marketing. Et donc, en à peu près une trentaine de minutes, on aura le plaisir donc de parce que Caroline en fait nous présente un sujet que vous devrez bien connaître. Et après ça, plaisir aussi d'avoir le professeur Georges Azaria, que j'ai le privilège de connaître depuis pas mal de temps. On a, on a même écrit un texte récemment sur Laurent Carrière dans notre ouvrage, qui était assez drôle à écrire. Et Georges est bien connu de tout le microcosme relié aux droits d'auteur au Québec et ailleurs. Et, euh, et avec, je dirais, la vision très aérienne qui est la sienne, évidemment sur l'API, mais également plus largement sur la philosophie du droit, sur la méthodologie. Il y aura, j'en suis sûr, un regard critique au bon sens du terme sur votre thèse, encore une fois. Je prie pour acquis, tout le monde le savait, mais moi, en question que vous avez sous les yeux, l'intelligence artificielle et le droit d'auteur, le DMD, sont évidemment la thèse que Caroline a soutenu et obtenu en novembre 22. La mention d'excellence. Alors voilà, à peu près trentaine de minutes pour Caroline, peut-être une quinzaine de minutes pour Georges. Et après, tant avec la salle en ligne qui, je crois, est assez nombreuse, ou la salle en présence qui est tout à fait honorable aussi. Donc, on aura l'occasion de discuter un petit peu à bâton rompu avec cet ouvrage que je crois important et qui, si besoin était, important de souligner, encore une fois, à la communauté juridique sur cette question-là. Merci beaucoup de jouer le jeu avec moi, Caroline Genard, Charles Jazam. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Puis je suis vraiment, je me sens très privilégiée d'être ici parmi vous. Puis justement d'avoir le professeur Azaria comme répondante. Puis d'ailleurs, j'ai lu votre texte, tes textes, dans le cadre de ma recherche. Donc, l'ouvrage ici, comme on le mentionnait, c'est nul autre que ma thèse de doctorat, sous réserve de deux, trois petits termes qui ont été ajustés en cours de route pour les fins de publication. Et donc, pour un petit peu comprendre la genèse du projet. C'est une réflexion que j'ai amorcée en 2017 et qui a abouti, je mets des gros guillemets parce que c'est un sujet tellement évolutif que je pense que la réflexion n'aboutit jamais réellement, mais ultimement, j'ai déposé ma thèse en mai 2022. Donc, l'ouvrage ici, c'est vraiment une fenêtre 2017-mai 2022. Alors, pourquoi s'attarder à ce sujet en 2017? C'est que à l'époque,
On parlait de deux grandes technologies principalement. On parlait de la fameuse blockchain, chaîne de blocs, et de l'intelligence artificielle. Euh, Puis on parlait vraiment des deux technologies sur plus ou moins un même pied d'égalité. Il y avait vraiment différents enjeux juridiques qui entouraient ces deux technologies. Mais en matière d'intelligence artificielle, parallèlement à ces discussions qu'on avait autour, juridiques qu'on avait autour de ces technologies, on entendait aussi vraiment une volonté très ferme de la part du gouvernement d'investir des sommes considérables dans l'écosystème canadien de l'intelligence artificielle. Il y avait vraiment une décision très ferme du gouvernement de faire du Canada un leader mondial en développement d'intelligence artificielle. Donc, on parlait vraiment régulièrement de l'IA dans la presse. Et en parallèle, il y avait peut-être des sujets un petit peu plus anecdotiques. On commençait à voir l'émergence de certaines créations artificielles. On a vu notamment un nouveau Rembrandt. On a vu notamment différentes peinture à la Van Gogh. On a vu aussi une peinture qui a été produite avec l'IA, qui s'intitulait Edmond de Bellamy, puis qui avait été vendue aux enchères pour la coquette somme de près de 500 000 $. C'était en 2017. Donc, c'est sûr que ça avait soulevé tout un tollé, notamment dans l'industrie artistique, culturelle. On se demandait, ben, est-ce que ça peut vraiment constituer se qualifier d'art? Quelle est la valeur, le cas échéant, à attribuer à cette production, à cette création? Et c'est sûr que, à titre de juriste en propriété intellectuelle, ben, pour moi, ça soulevait également toutes les questions, notamment en matière de droit d'auteur. Euh, Puis la question vraiment principale, c'était ben, est-ce que tous ces artefacts, est-ce qu'en fait ça peut être protégé par le droit d'auteur? Est-ce que ça se qualifie d'œuvre au sens de la loi sur le droit d'auteur au Canada? J'étais pas, j'avais décidé, j'avais eu la discussion avec ma directrice de thèse, Isole Gendreau. On avait pris la décision de ne pas aborder toute la question du plagiat, puis toute la question de la phase d'entraînement des systèmes d'IA générative. Donc, je m'explique, en fait, quand on a, en matière de droit d'auteur puis d'IA, il y a vraiment deux problématiques principales auxquelles on s'attarde aujourd'hui, en 2024. La première, c'est de savoir si en amont, quand on construit la base de données à partir de laquelle le logiciel va bâtir ses connaissances, s'entraîner, est-ce que la constitution de cette base de données, ça constitue oui ou non une violation de droit d'auteur? Et la seconde problématique qu'on voit, mais c'est est-ce que le output en aval, est-ce que émane de cette machine, est-ce que c'est protégeable ou pas? La question en amont, à l'époque, c'était pas tellement débattu, c'était pas encore vraiment problématique. Pourquoi? Parce que les cas de figure qu'on nous présentait, c'était vraiment des systèmes qui avaient été développés, entre guillemets, à circuit fermé. C'est-à-dire que c'était vraiment, il n'y avait pas encore de grands déploiements commerciaux des systèmes d'intelligence artificielle. ChatGPT n'existait pas encore. En fait, ChatGPT est sorti quelques jours après ma soutenance de thèse. Misère. Donc, en fait, par exemple, dans le cas du nouveau Rembrandt, toute l'exploitation avait été faite sur la base de données qui étaient tombées dans le domaine public. Donc, vraiment, toute la question de la contrefaçon n'était pas tellement sous le radar à l'époque. D'autant plus que ceux qui s'y intéressaient ou qui avaient regardé de près ou de loin la question trouvaient que de toute façon, la loi était, entre guillemets, assez complète, avait déjà les outils suffisants pour pouvoir trancher si oui ou non il y a contrefaçon, reproduction, etc. Alors que dans le cas du output, la question était un petit peu plus, les pistes de réponse étaient beaucoup plus floues. Et c'est vraiment là-dessus que je me suis attardée dans le cadre de la recherche. Donc, la recherche puis l'ouvrage, en fait, il est scindé vraiment en deux grandes parties. La première, c'est vraiment le cadre actuel, enfin actuel de 2017, et le cadre prospectif. Et dans le cadre du premier chapitre de la première partie du livre, la question vraiment, c'est de savoir est-ce que oui ou non,
qui est généré par intelligence artificielle est protégé. Et dans la négative, ben là, on s'attarde alors dans la seconde partie de la thèse à un cadre prospectif. On se demande si est-ce qu'il faudrait trouver une façon de venir protéger toutes ces productions qui ne peuvent pas être protégées par droit d'auteur. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais c'est confus ou si je m'emballe un peu trop dans mes explications. Donc, en fait, par rapport à la première section du livre, quand on parle du cadre actuel, est-ce que c'est protégeable, oui ou non? Ben, évidemment, l'idée, c'est de voir si, selon la nomenclature actuelle de la loi, avec les critères qu'on connaît, est-ce que les productions artificielles répondent à ces conditions de protection? Pour ceux, je sais pas si, je connais pas le niveau de connaissance de chacun ici dans la salle en matière de droit d'auteur, mais essentiellement, pour qu'on ait une protection en matière de droit d'auteur, il faut répondre à certains critères, celui notamment d'originalité, de fixation, d'appartenance à une certaine catégorie d'œuvres décrites dans la loi, et également, il faut que l'œuvre émane d'un auteur. Mais le problème, ou plutôt pour moi la beauté de la chose, c'est que les deux critères les plus névralgiques ici, c'est-à-dire la question d'autorat puis d'originalité, ce sont deux critères qui ne bénéficient d'aucune définition dans la loi. Et donc, l'idée, c'était d'un petit peu venir voir ben, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, qu'est-ce qu'un auteur, instinctivement. Puis là, il y avait un débat très polarisant. Est-ce qu'un algorithme, une machine peut être se qualifier d'auteur? Est-ce que c'est juste un statut qui est réservé aux êtres humains? Et donc, en fait, pour répondre à ces questions, j'ai procédé à une analyse, en fait, des fondements du droit d'auteur en regardant à la fois l'historique du régime canadien de droit d'auteur, mais également toutes les théories justificatives de ce régime, pour vraiment essayer de venir cerner, ben, oui, est-ce qu'on peut vraiment conclure qu'un auteur est juste un être humain et comment en fait justifier ces critères. Et donc, en fait, dans cette première partie de l'ouvrage, l'idée, c'était vraiment de dresser une sorte de cadre d'analyse pour déterminer ben, qu'est-ce que ça veut dire avoir une œuvre originale, qu'est-ce qu'un être humain, est-ce qu'on a besoin d'avoir une conscience, est-ce qu'on a besoin d'avoir une intention quelconque, est-ce que, et donc je vous vends le punch là, mais oui, je conclus que un auteur doit nécessairement être un individu, une personne physique. Euh, mais toute cette conclusion, en fait, découle d'une analyse vraiment de tout le régime canadien, de tout son historique, de tous ses fondements philosophiques. Et par rapport à l'originalité, on avait également une décision de la Cour suprême qui est venue trancher en 2004 ce que veut dire l'originalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un concept qui a vraiment évolué au fil des ans. Euh, et donc, en 2004, la Cour suprême est venue dire que pour être original, il faut qu'une œuvre dénote de l'exercice du talent et du jugement de son auteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Puis comment transposer ça dans un contexte d'intelligence artificielle? Donc, à nouveau, l'idée avec cet ouvrage-ci, c'était vraiment de venir décortiquer cette condition. Puis j'arrive à la conclusion qu'en fait, l'originalité, c'est vraiment tributaire des choix créatifs de son auteur. Il faut vraiment que ce soit des choix qui soient déterminants et arbitraires. Quant à l'auteur, j'arrive à la conclusion qu'il s'agit d'une personne effectivement physique, mais qui exerce un contrôle à la fois sur la conception, mais aussi l'exécution de son œuvre. La personne n'a pas nécessairement besoin d'avoir une intention créative, mais elle a besoin d'avoir une certaine capacité de jugement. Je pense que j'avais un autre truc. Attendez. Qu'est-ce que j'ai écrit encore? Et la personne doit également avoir un état de conscience quand même du résultat à obtenir.
Euh, quand je parle de l'état de conscience, c'est que on n'a pas besoin de savoir dans quelle mesure, enfin, quelle forme va prendre l'œuvre dans ses moindres détails. Je prends toujours le fameux exemple de Jackson Pollock, qui n'est pas exactement la trajectoire de chaque petite gouttelette de peinture qui va atterrir sur sa toile, mais il a quand même conscience puis une idée quand même assez précise de la forme que va prendre son œuvre. Et dans ce cas-là, ce serait suffisant pour que l'œuvre soit originale, puis pour lui, pour prétendre au statut d'auteur. Donc, bref, à travers toute cette analyse-là, puis cette façon de décortiquer les différentes conditions de droit d'auteur, je transpose ces conditions-là à différents exemples qui étaient très hautes à l'époque, mais qui évidemment ont évolué depuis. Et donc, en fait, j'arrive par exemple à la conclusion que le nouveau Rembrandt, ça pourrait être probablement une œuvre protégée par droit d'auteur, mais qu'à l'inverse, il y a dans certains autres cas de figure, certaines productions ne seront pas nécessairement protégées. Puis là, je vais prendre un exemple très basique, mais ce serait par exemple le cas des traductions qu'on fait avec Google Translate, donc qui est également un logiciel d'IA générative. Dans ce cas-là, je prétends que il n'y a pas suffisamment d'originalité et que le output, la traduction qui sera ainsi produite, ne peut pas être protégée par droit d'auteur, du moins telle qu'elle apparaît, telle qu'elle est. Il n'y a aucun problème. Et donc, face à ce constat selon lequel, dans certains cas de figure, on va conclure à l'absence de protection par droit d'auteur, c'est là que j'arrive avec la seconde partie de l'ouvrage où on se demande, ben, dans ces cas-là, est-ce qu'il faudrait trouver une solution, puis j'utilise des guillemets, puis on va revenir sur mes guillemets plus tard, mais est-ce qu'il faudrait trouver une solution, puis une façon, en fait, de protéger ces artefacts qui échappent à la loi sur le droit d'auteur? La raison pour laquelle je me suis attardée à cette question, mais évidemment, c'est pour un peu poursuivre la réflexion, et surtout parce qu'à l'étranger, à l'époque, il y avait vraiment énormément de textes qui étaient publiés sur ce sujet, surtout aux États-Unis, surtout en Europe. Et plusieurs auteurs proposaient d'aménager leur régime de droit d'auteur pour vraiment trouver une sorte de façon de venir rattacher les créations artificielles à leur régime de droit d'auteur. Et donc l'idée dans cette seconde partie de l'ouvrage, c'est de voir si on pouvait intégrer, adopter, transposer ces solutions étrangères au cadre canadien. Puis la réponse, en tout cas, ma vision des choses, puis vous êtes peut-être en désaccord avec moi, puis c'est tout à fait correct. Mais selon moi, c'était des solutions qui étaient vraiment incompatibles avec notre façon de voir le droit d'auteur. C'était des solutions principalement qui visaient à modifier le critère d'originalité pour trouver quelque chose qui se rapproche un petit peu à la norme en brevet, qui est une norme de nouveauté plutôt que de créativité. Puis c'était aussi des solutions qui visaient à créer des sortes de présomptions dans la loi sur le droit d'auteur pour pouvoir trouver en fait une certaine paternité à ces créations algorithmiques. Mais nous, en droit canadien, ce sont des solutions qui semblaient pas vraiment faire de sens. Il y avait un manque de... D'une part, ça répondait mal en fait à notre régime, à ses fondements, à son historique, etc. Puis deuxièmement, c'était deux solutions qui étaient proposées indépendamment l'une de l'autre, alors qu'en droit canadien, il faut vraiment que les deux conditions soient présentes pour pouvoir euh, obtenir une protection. Donc, les deux, il y avait vraiment il y avait vraiment un enjeu à ce niveau-là. Donc, selon moi, ce à quoi je conclus, c'est qu'en droit d'auteur, si on n'arrive pas à répondre à ces critères, les œuvres, les productions artificielles, algorithmiques vont tout simplement tomber dans le domaine public. Mais donc, la dernière réflexion que je voulais faire, que je voulais pousser, c'était de me dire, ben,
Ça, c'est vraiment analysé. Toute cette analyse se fait vraiment sous le prisme droit d'auteur. Est-ce qu'on pourrait pousser la réflexion un tout petit peu plus loin, puis penser instaurer un régime complètement nouveau, parallèle au droit d'auteur, pour vraiment essayer de venir protéger ces artefacts? Et en fait, je me suis un petit peu inspirée de ce qui se passe en Europe pour toute la protection des bases de données. Et c'est un régime qui est vraiment axé sur, euh, qui est vraiment rédigé dans une perspective très utilitariste, très économique. On veut vraiment trouver des incitatifs pour les producteurs de bases de données. Et ici, en fait, en s'inspirant de ce régime-là, je me disais qu'effectivement, si le Canada en voit le besoin, on pourrait bâtir un système analogue pour venir essayer de protéger les créations artistiques qui ne sont pas autrement protégées par droit d'auteur, dans une perspective vraiment de venir trouver un incitatif puis une protection davantage économique. Le gros bémol avec cette conclusion, euh, c'est que c'est vraiment une analyse purement théorique de la chose, qui ne s'appuie sur aucune donnée probante. Autrement dit, quand je disais, ce sont des pistes de solutions qui manquent à cette analyse, puis peut-être que c'est vous qui allez la faire, et qu'on ne sait pas véritablement s'il s'agit d'un problème auquel une solution doit être proposée. Parce qu'en fait, au Canada, on n'a pas encore eu d'analyse sur vraiment l'état de la situation. Il y a différentes consultations publiques qui ont eu lieu au cours des dernières années, mais on ne connaît pas l'état de la situation, on ne connaît pas l'étendue de l'utilisation de l'intelligence artificielle, on ne connaît pas la façon dont ces outputs sont utilisés, monétisés, etc. Et ça contraste avec l'Europe parce qu'en fait, quelques semaines ou quelques mois avant ma soutenance de thèse, il y a un rapport qui a été publié en Europe et qui venait justement faire état d'une étude qui avait été menée sur ce territoire. Et ce qu'on constatait, c'est que les personnes qui avaient été questionnées estimait qu'il était vraiment prématuré de venir amender la loi sur le droit d'auteur ou de venir proposer un autre régime parce qu'en fait, on constatait qu'il n'y avait aucune défaillance de marché. Les acteurs arrivent quand même à s'organiser autrement pour monétiser leurs investissements, que ce soit par voie contractuelle ou autre. Donc, toute cette question de protection des créations qui tombent dans le domaine public, c'est quelque chose pour lesquels ben, l'ouvrage propose une certaine solution ou à tout le moins des assises théoriques pour une solution. Mais comme je le mentionnais dans l'ouvrage, avant d'amorcer vraiment les travaux éventuels, il faut davantage de données, puis il faut vraiment comprendre où se situe le Canada sur cette question. Donc ça, c'est vraiment l'état de la situation puisque cette petite plaquette tend à présenter. Et depuis, en fait, le dépôt de la thèse, la publication, etc., c'est sûr qu'il y a eu énormément de développement, ce qui est toujours très vertigineux. Euh, Notamment, mais je le mentionnais, il y a eu le lancement de ChatGPT. Il y a eu une nouvelle consultation publique qui a été lancée par le gouvernement canadien pour justement prendre le pouls des différents acteurs concernés en matière de droit d'auteur. Euh, mais à ce jour, le gouvernement n'a toujours pas bougé, ne s'est toujours pas prononcé sur l'état de ces productions, sur le statut qu'on peut leur octroyer. Euh, En fait, j'ai entendu des bruits de couloir comme quoi le gouvernement a décidé plutôt enfin, je vais dire enfin, aller chercher des données beaucoup plus probantes sur la façon dont l'intelligence artificielle est utilisée et pour vraiment voir quels sont les enjeux concrets qu'on peut ressentir par rapport à cette utilisation-là. En parallèle également, il y a quelques mois, il y a une requête qui a été déposée auprès de la Cour fédérale, la Cour fédérale canadienne, pour statuer sur la validité d'un enregistrement de droit d'auteur. C'est un enregistrement qui nomme comme co-auteur un
systèmes d'intelligence artificielle. Donc, la Cour est appelée à se prononcer sur la validité de ce certificat d'enregistrement et sur la validité de cette nomination, entre guillemets, de cette déclaration à titre d'auteur pour un système d'IA. Donc, on est vraiment dans l'attente de cette décision qui va quand même prendre probablement quelques temps avant d'être publiée. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Canada, notre système d'enregistrement de droits d'auteur est complètement différent de celui qui prévaut aux États-Unis. Donc, l'Office de propriété intellectuelle ne va pas procéder à une analyse de fond de la demande d'enregistrement. C'est vraiment une procédure très mécanique, très technique. Donc, c'est probablement pour ça qu'un enregistrement a été octroyé, même si on nommait un système d'intelligence artificielle comme auteur. Et donc maintenant, tout ça pour conclure, vous pouvez vous demander si ça vaut la peine de lire un vieux livre comme ça, qui date, et alors que le sujet ne cesse d'évoluer d'heure en heure, devrais-je même dire. Euh, En fait, je pense que la prétention de l'ouvrage, c'est justement d'essayer de fournir un certain cadre d'analyse avec de certaines assises théoriques quand même assez solides pour justement permettre de déterminer pour pouvoir vraiment justement déterminer si une œuvre est protégeable ou non, qu'elle soit originale, est-ce qu'elle émane d'un auteur. Donc, ce cadre d'analyse définit de manière plus granulaire la notion d'autorat puis la notion d'originalité. Ce sont éventuellement réserve des lignes directrices, des outils en fait qui pourraient être encore utiles aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle, mais probablement aussi dans d'autres contextes pour lesquels on a besoin d'une analyse peut-être un petit peu plus approfondie. Euh, donc voilà, donc je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions qui s'en suivent ou si vous avez déjà des commentaires ou autres. Non, il y a déjà des questions, et puis il y a D'accord. déjà des questions en ligne, mais ce que j'ai proposé aux presque 100 personnes en ligne, c'est d'entendre Georges dans un premier temps, puis on fera la discussion par la suite. Alors, c'est intéressant de se demander, puis c'est un peu la conclusion, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire avec cet ouvrage-là, puis est-ce que ça vaut la peine encore de lire? Tu sais, moi, je pense que oui, tout à fait. Et c'est drôle parce que c'est comme l'angoisse, je dirais, de la doctrine juridique qui peut être obsolète dès que la Cour suprême rend une décision ou dès qu'une loi arrive ou dès qu'une technologie arrive. Mais il y a dans ce livre-là toute une série enfin, une longue réflexion sur c'est quoi un auteur, c'est quoi l'originalité, c'est tout ce dont Caroline a parlé. Et ça va rester. Je veux dire, on a encore besoin de ça, puis peu importe comment la technologie va évoluer. Il y a toute une série donc, de réflexions sur des fondements du droit d'auteur notamment, et sur l'arrivée des technologies euh, demeure utile, peu importe donc ce qui va arriver. Donc, et l'ouvrage est vraiment bien fait. Donc, j'encourage à l'acheter, mais je veux dire, sans trop en faire la promotion, là, quand même, puis c'est pas ça l'objectif. L'ouvrage est clair, il est bien structuré, il est bien écrit. Et même la recherche, je trouve que c'est un modèle intéressant de recherche au niveau doctoral parce que Caroline a été chercher même des mémoires de maîtrise qui sont cités là-dedans. Donc, en termes de sources, hiérarchie de sources, aussi, il est intéressant. Qu'est-ce qui vaut plus quand on se met à chercher, surtout sur un sujet nouveau? Pas plein de trucs ont été écrits. Donc, est-ce qu'un mémoire de maîtrise est une source intéressante? Puis dans ce cas-ci, je pense que oui. Puis c'est en tout cas la démonstration qui est faite. Donc, juste au niveau de la recherche, il y a des choses intéressantes à voir. Le sujet est bien délimité aussi. Ça se passe au Canada. C'est le droit d'auteur. C'est dans, Caroline le disait, l'après, pas la légalité de ce qui nourrit les algorithmes, mais vraiment dans ce qui sort. Qu'est-ce qu'on fait avec ce résultat-là? Et donc, puis elle disait qu'elle a commencé en 2017. Puis en 2017, c'était un drôle de sujet. C'est-à-dire, pour un doctorat, c'était pas clair de faire une thèse là-dessus parce qu'effectivement, il y avait. C'est-à-dire, c'est comme ceux qui s'intéressaient aux robots. Oui, c'est intéressant, mais ça faisait un peu étrange, enfin, étrange, mais d'une bonne façon, là, mais il y avait quelque chose peut-être qui pouvait être anecdotique.
là-dedans, dans tous ceux qui s'intéressaient à ce genre de sujet, ça pouvait sembler assez pointu, mais finalement, elle a eu une excellente intuition. Puis c'est aussi quelque chose qu'il faut reconnaître chez les chercheurs, d'avoir une intuition, de dire, ben, il y a peut-être quelque chose qui va aller de ce côté-là. Puis je pense que c'est ça aussi qu'il faut saluer derrière l'ouvrage, c'est l'intuition que peut-être quelque chose va se développer, parce que c'est vrai que c'était à l'époque du nouveau Rembrandt, mais qui était fait en circuit fermé. Donc, on pouvait se poser plein de questions, mais on n'était pas encore à l'époque où on moissonnait tout ce qu'il y avait sur le web, puis qu'on pouvait créer des images et que surtout tout le monde pouvait en créer. Donc, on est avant ça. Donc, c'est pour ça que l'intérêt, je trouve que c'est assez pertinent quand même et un peu audacieux d'avoir dit, OK, je vais dans un sujet comme ça. Donc, Caroline a anticipé quelque chose, puis ça, je trouve qu'en termes de recherche, il y a là des qualités qui sont intéressantes. Euh, Cela dit, donc, ça, c'est je dirais pour faire l'analyse rapide du- de ce qu'il y a derrière cet ouvrage-là. Puis la division est intéressante, le droit actuel, puis droit prospectif. Puis droit prospectif, encore là, c'est toujours un peu risqué d'aller là, surtout en droit, parce qu'au fond, on peut dire un peu n'importe quoi en disant, ben, puis des fois, on confère un pouvoir un peu magique aux lois en disant, ben, changeons la loi, puis tout d'un coup, le problème va être réglé. Mais je trouve que c'est bien fait. Il y a des guillemets quand il y a le mot solution, souvent. Non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est une précaution qui peut être importante aussi dans la doctrine, d'y aller avec une certaine prudence. Puis je trouve que les voies qui sont proposées sont intéressantes. Donc, même si ChatGPT est arrivé quoi, le lendemain de la soutenance, ou je sais pas, mais c'est pas grave. Bref, parce que dans ce qu'on se demande quoi faire aujourd'hui, il y a là des éléments qui vont nous aider à réfléchir. Et donc, j'ai l'impression que cet ouvrage va passer l'épreuve du temps, je ne sais pas, mais certainement des, des 10-15 prochaines années en termes de réflexion. Là, on va pouvoir encore s'y référer. Enfin, tant que le droit d'auteur ne va pas s'écrouler, je dirais. Parce que ça, c'est l'autre question. Est-ce que le droit d'auteur va s'écrouler en raison de ChatGPT? Je vais y revenir dans un instant. Mais donc, ça, c'était sur le livre. Puis peut-être reculer d'un pas pour dire dans quel cadre, pour moi, en tout cas, il s'inscrit. Euh, Caroline en a parlé un peu, mais il y a un cadre plus général qui serait autour du droit et du progrès, puis comment le droit est un peu obnubilé par le progrès, puis on le voit depuis les premières législations sur le brevet, 15e siècle en Europe, puis au fond, notre droit, toute cette perspective-là, elle est très, c'est la perspective occidentale, si on veut, même si elle tend à s'étendre, s'étendre. Première législation sur le brevet, c'était ben, les inventions sont utiles à la société. Et ça, c'est jamais questionné. Euh, Si c'est une invention, c'est forcément utile et le droit doit forcément le protéger. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que, puis on a quelques indices dans le livre que oui et non, peut-être qu'il y a lieu de se poser des questions. Caroline disait tout à l'heure, est-ce que c'est de l'art? Mais déjà, se demander si c'est de l'art, si certains trucs sont de l'art, je trouve que déjà, ça nous oblige à nous poser des questions qui sont quand même assez sérieuses. Donc, toute cette idée qu'on a eue à la Renaissance de dominer la nature, a un écho aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et c'est aussi une technologie disruptive, en tout cas disruptive, là, qui est toujours dur à traduire en français. Je veux dire, derrière ça, il y a toute une grille d'un espèce de néolibéralisme aussi. Caroline disait, il y a peut-être un changement de la valeur, un déplacement de la valeur, mais ça fait aussi partie de cette réflexion-là. Rappelez-vous Mark Zuckerberg qui disait Move fast and break things. Donc, break things, c'est peut-être briser le droit d'auteur. Au fond, avançons, puis peu importe sur le plan juridique ce qu'on va pouvoir détruire. Et pour l'intelligence artificielle, ce que moi je trouve intéressant, c'est de se dire que c'est pas une technologie comme les autres. Toutes les technologies qu'on a eues, de l'imprimerie jusqu'à Internet, ont toujours servi essentiellement à deux choses en droit d'auteur, soit à permettre des reproductions d'une œuvre, une sorte de support, imprimé d'abord, mais électronique, etc., ou soit de communiquer l'œuvre de façon différente, de la radio à Internet, au cinéma, ou peu importe. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas une technologie de cet ordre-là. C'est pour ça que ça nous oblige à réfléchir autrement. C'est une technologie vraiment qui permet de créer des œuvres. Et c'est pour ça que l'ouvrage est intéressant, parce qu'on rentre au cœur là, ça veut dire quoi? Créer des œuvres pour le droit d'auteur. Puis, c'est une réflexion, en fait, qu'on a depuis un certain temps. Il y a un auteur, un artiste qui s'appelle Lev Manovich,
qui disait, début des années 2000, puis début des années 2000, on n'est pas à l'époque de l'intelligence artificielle, il disait autour de créations comme Photoshop, puis d'autres logiciels de création qui pouvaient exister, en fait, qui existent encore, logiciels de montage, tout ça. Il disait, au fond, les grands artistes qu'on va reconnaître dans le futur sont ceux qui créent des logiciels. Ce sont eux les véritables artistes. Il y a quelque chose, je trouve, qui a anticipé avec ça, parce que effectivement, peut-être que du domaine de la création va éventuellement, enfin, être créé parce que il y a derrière ça des gens qui ont créé des logiciels et non pas des auteurs artistes tels qu'on a pu le connaître jusqu'à ce moment-là. Et il y a un agrandissement, puis là, je fais un peu de millage sur un bout euh, qui est dans la thèse, là, sur le domaine public. Euh, il y a un agrandissement du domaine public. Puis le domaine public, c'est quoi? C'est quand il n'y a plus de droit sur une œuvre. Quand l'œuvre n'appartient plus à personne, quand n'a pas de propriétaire. Et puis, la thèse va quand même un peu dans ce sens-là, qu'une œuvre créée par intelligence artificielle pourrait ou va se retrouver dans le domaine public, mais ça a des conséquences quand même, parce que ça vient concurrencer forcément les œuvres qui sont créées par des humains. Donc, c'est cette concurrence-là que je trouve importante, avec un auteur qui devient anonyme, avec des œuvres qui sont des matériaux, qui sont des données, puis c'est un peu ce que j'entendais lors de la présentation de Caroline, euh, des créations qui n'ont plus besoin du droit d'auteur. Si on se dit qu'à la fin, qu'on ne protège plus les œuvres, qu'on ne les protège pas, qui sont dans le domaine public, ça veut dire qu'il y a tout un pan de ce qui peut circuler comme œuvre littéraire, comme scénario de film, comme musique, comme image, qui se passe du droit d'auteur. Et là, il y a quand même quelque chose qui, je trouve, est en train de se jouer. C'est pour ça, Move Fast and Break Things, c'est peut-être aussi le droit d'auteur autour de ça qui peut se sentir et peut-être va s'écrouler ou en tout cas certainement être concurrencé et est obligé de se remettre en question. Cela dit, c'était juste pour mettre un peu la table. Tu sais, c'est ce que la thèse m'inspirait, disons. Là. J'ai quelques questions qu'on pourrait discuter. Euh, et la première, puis ça a été un peu abordé, c'est la question de la justification. Pourquoi est-ce qu'on donnerait un droit d'auteur aux créations faites par intelligence artificielle? La conclusion pourrait être ça tombe dans le domaine public. Ça tombe dans le domaine public parce que c'est une analyse juridique qui tient la route. C'est peut-être pas la seule, mais certainement elle tient la route. Donc, de dire que c'est, comme le disait Caroline, essentiellement un algorithme qui a fait des choix déterminants, qui a fait preuve de jugement et qui était. Et donc, il n'y avait pas d'humain conscient du résultat. Si juridiquement, on dit, OK, c'est dans le fond, c'est dans le domaine public, il n'y a pas de droit là-dessus, mais est-ce que, aussi sur le plan économique, c'est la bonne chose? Et ça nous ramène à pourquoi le droit d'auteur? Puis le droit d'auteur a été pensé, puis il y a plus qu'une école ou plus qu'une justification pour ça, mais soit parce que l'œuvre est le prolongement de l'auteur, de la personne même de l'auteur, soit parce qu'on va dire que c'est une forme de salaire. Et l'autre courant qui est assez dominant, surtout du point de vue anglo-saxon, c'est de dire que c'est un incitatif à créer. Donnons des droits d'auteur, ça va faire en sorte que des gens vont créer, puisqu'ils auront après ça une espèce de récompense. Mais justement, on peut se demander si, dans ce cas-ci, c'est toujours pertinent. Puis, il était question de solution, entre guillemets. Tu sais. Donc, ma question, c'est est-ce que cet incitatif-là est nécessaire pour l'intelligence artificielle? Tu sais, est-ce qu'on a besoin de ça? Au fond, pourquoi protéger les œuvres créées par intelligence artificielle? En fait, justement, la question, justement, j'estimais qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'incitatif pour un algorithme ou c'est certain qu'un algorithme n'a pas besoin d'incitatif, ça, c'est certain. Les autres personnes, les autres parties prenantes là-dedans, on pense notamment aux programmeurs. Le programmeur a-t-il besoin d'un incitatif? Très certainement. Sauf que son apport, il se situe plus au développement du logiciel qu'au développement du output. Et lui, cet incitatif et cette protection, il l'a déjà sur son logiciel, que ce soit par droit d'auteur, que ce soit même éventuellement par brevet. Puis il y a quand même quelque chose aussi de fondamental en propriété intellectuelle, en tout cas fondamental. Il y a un certain quand même courant jurisprudentiel qui tend à dire qu'on veut éviter les doubles protections par propriété intellectuelle
justement pour éviter de prolonger indûment un monopole. Puis on veut vraiment toujours en propriété intellectuelle préserver cet équilibre entre, d'une part, oui, l'incitatif, la récompense, octroi d'un monopole, mais qui demeure limité. Puis d'autre part, un domaine public quand même foisonnant sur lequel justement on peut continuer d'innover et de bâtir et de construire. Donc, le programmeur, tout comme éventuellement la personne qui vient entraîner l'algorithme, etc., n'ont peut-être pas nécessairement besoin d'une protection via le output parce qu'ils ont déjà toutes ces protections en amont. Puis parce qu'en leur octroyant des protections additionnelles, ben, on vient ultimement à étendre peut-être indûment un monopole et donc restreindre la possibilité justement d'innover. L'utilisateur, quant à lui, ben, c'est sûr que on peut penser à un certain incitatif, etc., mais l'incitatif vient en récompense d'un effort, d'une innovation, alors que souvent, quand on va conclure en l'absence de protection, c'est que l'utilisateur aura très peu fait dans le processus créatif. Simplement, ben, à l'époque, il y avait par exemple l'exemple je pense que c'était avec Deep Dream, où en fait un utilisateur peut soumettre une photo à un logiciel et ensuite choisir un style à la Van Gogh par exemple. Ces, 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 euh, Ces efforts-là ne sont pas suffisants pour avoir une protection et pour avoir un incitatif. L'incitatif vient vraiment davantage dans une situation où on vient récompenser des investissements qui ont été faits par le programmeur, un créateur ou autre. Ici, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de récompense parce que l'investissement de la part du créateur est trop peu. Donc, pour en revenir à la question, l'incitatif, oui, demeure pertinent, mais il reste en réponse à des investissements quelconques. Puis, en même temps, quand on regarde, puis j'ai pas étudié la question à fond, mais j'avais étudié à l'époque les licences Photoshop, où ceux qui font ces logiciels-là ne disaient pas nous voulons avoir un crédit ou nous sommes co-auteurs de ce qui se fera, etc. Et j'ai pas encore vu, en tout cas sur les intelligences artificielles, en tout cas que j'ai étudié, de prétention à nous serons auteurs et nommez-nous auteurs. C'est comme si tous ceux qui font ces algorithmes-là n'ont aucun intérêt à vouloir s'associer à l'output. Ce qui les intéresse, c'est la légalité de ce qui va rentrer, d'être certains qu'ils peuvent moissonner puis prendre toute cette information-là, mais ce qui sort, au fond, ça ne les intéresse pas en termes de propriété. Mais l'intérêt, puis je veux juste dire que le sujet n'est pas si anecdotique et chose que ça. C'était pas juste comme parce que j'avais une folle envie de rédiger puis de passer mes nuits là-dessus sur un projet de recherche. Le sujet est vraiment d'actualité. On a souvent des clients qui viennent nous consulter parce que ce sont eux les utilisateurs, ce sont des personnes dans l'industrie culturelle, dans l'industrie créative, ce sont des agences de communication de publicité qui utilisent ces logiciels-là et qui se demandent si le rapport est suffisant pour justement avoir un droit sur le fameux output. Parce que, à contrario, tout un chacun peut commencer à venir utiliser ce contenu et tout un chacun peut bâtir sur les efforts qu'il pense avoir mis dans le processus créatif. Donc, la question demeure vraiment, puis l'idée, c'est vraiment de savoir ben, jusqu'où on doit intervenir dans le processus pour avoir pris sur le droit d'auteur, puis pour que ce output soit suffisant, soit protégé. Ouais. C'est ça. Oui, parce puis il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec l'intelligence artificielle et ils vont s'en servir vraiment comme un outil. Et à partir de là, ben, ils auront des droits sur ce qui va sortir. Mais je pense que jamais ceux qui ont créé l'outil de l'intelligence artificielle vont eux-mêmes revendiquer un droit. En tout cas, c'est pas quelque chose que Non, moi j'ai vu. à moins que ce soit comme dans le cas du nouveau Rembrandt, où c'était vraiment un projet, c'était un processus collaboratif. Puis là, je l'ai pas du tout évoqué dans le cadre de la présentation. Euh, mais un des enjeux, en fait, en matière d'intelligence artificielle, c'est de rattacher le output à un auteur. Puis la difficulté, c'est qu'on a vraiment une pluralité d'intervenants dans le processus créatif. On a le programmeur, la personne qui entraîne l'algorithme, on a l'utilisateur. Et la question, c'est de savoir, mais est-ce qu'il y en a un qui a un apport plus grand qu'un autre, qui peut prétendre au statut d'auteur individuel,
ou est-ce que même on pourrait prétendre être en présence d'une œuvre de collaboration? Puis l'œuvre de collaboration, c'est un concept vraiment très précis dans la loi. Il faut vraiment répondre à différents critères pour prétendre à ce statut. Et donc, dans la réflexion, la question, c'était de savoir, est-ce que justement, on peut prétendre, on pourrait estimer que, je sais pas moi, avec Google, puis moi j'utilise ça pour traduire, est-ce que la traduction peut être protégée à titre d'œuvre de collaboration? Mais dans le cas de Rembrandt, la question c'était oui. Dans le cas de Google, la réponse est non. Dans le cas de Rembrandt, la réponse est oui parce qu'il y avait vraiment un effort concerté de la part de tous les intervenants dans le processus, dans la chaîne de création, même avec les développeurs, même avec les programmeurs. Donc, l'ensemble de ces personnes-là pouvaient prétendre au statut de co-auteur. Donc, je pense que ça, c'est un des rares cas où un programmeur pourrait avoir le statut d'auteur. Et, ben, à discuter, mais surtout, si on ajoute là-dedans l'équation de Rembrandt lui-même, Oui. euh, est-ce que lui pourrait dire, mais je suis, enfin, évidemment, Rembrandt est décédé, puis c'est clair qu'ils ont pris l'étoile de Rembrandt parce que c'est dans le domaine public, puis Oui. il ne va pas avoir de difficulté, mais si on prend un auteur qui est toujours protégé par le droit d'auteur, euh, est-ce qu'il devient qu'auteur? Si cet auteur-là n'est pas d'accord, est-ce que c'est une contrefaçon? Comment se constitue par rapport à ça? Il y a toute la question de l'œuvre dérivée. Au Canada, je pense que c'est dans l'arrêté Berge qu'on l'avait évoqué. C'est pas quelque chose, contrairement à d'autres lois, c'est pas quelque chose qui est vraiment enchâssé dans notre régime législatif. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, les œuvres dérivées existent. Ce sont des concepts un concept qui est reconnu en droit d'auteur. Puis ça peut être une œuvre protégée par droit d'auteur sans nécessairement constituer une contrefaçon. Et l'auteur de cette œuvre dérivée, ce sera vraiment celui qui a remanipulé puis qui a recréé une nouvelle œuvre. L'auteur, donc en l'occurrence Rembrandt, ne sera pas auteur de cette œuvre dérivée ni co-auteur, en tout cas selon le régime actuel, parce que l'auteur, c'est vraiment celui qui participe au processus créatif. C'est pas celui dont je me suis inspirée, dont j'ai dérivé une nouvelle œuvre. Est-ce que ça constitue de la contrefaçon? Ça, c'est en fait la question chaude de l'heure. Parce qu'en fait, dans les principes très généraux de droit d'auteur, on sait que la simple reprise d'une idée, d'un concept, d'une façon de faire, d'un style, c'est pas protégeable. Enfin, un style, c'est pas protégeable ensuite. Donc, si je reprends un style de Rembrandt, un style de Van Gogh, un style de je ne sais trop qui, est-ce que je suis en contrefaçon? Jusqu'à présent, la jurisprudence disait non. Maintenant, avec ce type d'utilisation massive, est-ce que la jurisprudence va changer? Ça reste à voir. Je pense que c'est pas tant, je pense que les enjeux actuellement en matière de droit d'auteur, c'est pas tant si le haut constitue une contrefaçon, c'est davantage si en amont, l'utilisation, tout ce qui est scraping, etc., est problématique et viole les droits d'auteur. Ouais, tout à fait. Euh, vous le voyez pas, la quinzaine de personnes dans la salle, mais ça foisonne auprès des 95 personnes en ligne. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se répondent entre eux. Donc, on devient, on, on est presque géré, en tout cas, par une intelligence pas du tout artificielle, hein, qui est la communauté. Et puis, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des gens de Toronto, Côte d'Ivoire, Belgique, France, Québec, Québec City. ChatGPT est là. Euh, je, j'ai pas bien regardé. Alors, je suis pas sûr que je vais être capable de traiter de toutes les questions, tellement il y en a, tant dans le question-réponse, et merci Lise d'avoir tenté d'organiser un peu tout, ou dans simplement le chat. Mais je vais peut-être commencer par la première, parce que, encore une fois, il y a des degrés, très variables de. C'est une très belle communauté. Certains est plus technique, me semble-t-il, d'autres est plus juridique. Mais déjà, une question très concrète, c'est au début, tu as parlé de la personne. Forcément, il faut une personne, mais quid d'une entité comme une compagnie, comme Pixar, Oui. qui devient une compagnie, Oui. qui est une compagnie et qui Non, devient le créateur. mais en fait,
la loi, puis c'est là où il y a, je vais commencer, je vais y aller de manière plus souple. La loi fait vraiment la distinction entre la notion d'auteur et la notion de titulaire. Donc, pour qu'on soit en présence d'une œuvre, il faut que l'œuvre émane d'un auteur, d'une personne physique, qu'elle soit originale, etc. Mais ensuite, une autre personne morale ou physique peut détenir les droits. Ça peut être donc Pixar, ça peut être un employeur, une compagnie, etc. Et quand je parlais des propositions étrangères pour vraiment essayer de ramener, de rattacher les créations aux démunis de protection, certains d'entre eux voulaient justement jouer avec cette notion de titularité. Mais à mon sens, c'est faire fausse route parce que on saute une étape avant de parler de la titularité. D'abord, rattacher l'œuvre à un auteur qui, en droit canadien, doit être un humain. Parfait. Ça avait été partiellement traité. Euh, une autre question, et puis là, je vois juste aussi que relativement euh, Grimes a annoncé qu'elle autorisait l'utilisation de sa voix dans des chansons créées avec de l'intelligence artificielle. Seule condition, elle percevrait 50% des royalties de n'importe quelle chanson générée par l'IA qui utilisera sa voix. Il y a un petit commentaire. Sinon, pour les œuvres réalisées, ça revient un petit peu aussi euh, pour les œuvres réalisées dans le cadre de l'exercice d'un emploi et Ouais. avec l'aide ou le recours de l'IA. Est-ce que vous pensez que les droits d'auteur vont être attribués à l'employeur? Alors, en 13, fait, 13.3 de la LDA. oui, ben, si l'œuvre est protégeable, que l'employé qui a fait la manipulation a insufflé suffisamment de créativité et qu'on se trouve en présence d'une œuvre protégeable, puis ensuite, bon, tout le processus a évolué dans le cadre des fonctions de la personne. Dans le cadre de l'emploi de la personne, alors oui, ce sera l'employeur qui serait titulaire en raison de la présomption de presse. D'accord. Comment s'assurer que les images générées par les LLM, OpenAI ou autres, euh, soient libres de droit dans un contexte où le graphisme est semblable à ceux protégés? Style Pixar, justement. Euh, Comment Comment est-ce s'assurer qu'on que les s'arrête? images générées Dans par... ce sens que ce soit pas de la contrefaçon, c'est Voilà. ça? Ok, ok. Ben, en fait, il y a des logiciels qui sont développés justement de reverse image qui permettent en fait de savoir si ben, si l'image qu'on a sous les yeux est d'une autre œuvre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a contrefaçon pour autant? Pas nécessairement. Parce que c'est un petit peu ce qu'on disait un peu plus tôt. La contrefaçon, jusqu'à présent, en droit canadien, elle a été interprétée d'une certaine façon. C'est pas simplement parce qu'on reprend le style d'une personne ou le style d'une œuvre qui a été utilisée pour l'entraînement que pour autant, ça constitue une contrefaçon. Donc, ça, c'est la première chose. Il y a des outils, il y a des logiciels qui existent. La deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de discussions par rapport à des créations de loi, des amendements à la loi au Canada, en Europe. Une obligation qui émerge de plus en plus, c'est l'obligation de transparence. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment que les développeurs divulguent en fait toutes les données qui sont utilisées dans le cadre de l'entraînement de leur logiciel, mais également que ceux qui utilisent de l'IA pour créer du contenu le diffusent. Au Canada, ce n'est pas encore quelque chose qui a été concrétisé dans une loi quelconque. Mais quand on parle à différents clients dans l'industrie, etc., on remarque que c'est peut-être une norme en fait qui est en train d'émerger, puis peut-être même une norme contractuelle. Donc, dans ce cas-ci, c'est une façon de savoir si le output peut constituer de la contrefaçon. Ben, une façon de le savoir éventuellement, c'est via ces obligations de transparence qui émergent. Moi, j'ai quand même certaines réserves par rapport à cette obligation de transparence parce que je trouve que c'est une arme à double tranchant. Je pense que c'est une obligation à laquelle il va vraiment falloir
réfléchir savamment pour qu'elle soit modulée adéquatement. Je m'explique parce que moi, ma crainte, c'est que à partir du moment où on divulgue avoir utilisé de l'intelligence artificielle, je crains qu'une présomption soit faite par rapport au fait qu'il y a peut-être du plagiat, qu'il y a de la contrefaçon, etc., ou encore que le output n'est tout simplement pas protégé par droit d'auteur. Donc, j'ai peur qu'on saute trop rapidement à des conclusions euh, suite à ces obligations de transparence. Je sais pas si tu avais... Oui, puis en fait, c'est qu'en fait, les œuvres deviennent de plus en plus suspectes de ce point de vue-là. Oui, exact. Et c'est ça que je trouve qui est un enjeu. Parce que oui, la transparence, je la trouve importante, mais c'est vrai qu'il y a des conséquences à ça qui sont importantes. Et même pour les gouvernements qui financent des productions, ils vont peut-être pas vouloir financer des films dont les scénarios n'ont pas été faits par des humains, Exact. etc. Et est-ce que l'humain dit que c'est lui qui l'a fait avec intelligence artificielle ou pas? Tu sais, il y a quelque chose jusqu'à quel point il y a un critère pour dire, ben, je me suis servi de l'IA, mais pas beaucoup. Enfin, il y a quelque chose de l'honnêteté même de la création qui est en cause. Moi, je trouve que là, il y a un enjeu vraiment fondamental. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand on essaie de réfléchir en quoi ça se rattache au droit d'auteur, dans le droit d'auteur, il y a toute une institution, puis le livre en parle à un moment donné sur le droit moral. Il y a un bout sur le droit moral, mais le droit moral a toujours été un auteur qui dit, c'est moi qui ai créé cette œuvre-là et je veux qu'on sache que je l'ai créé. Et là, c'est comme si c'était le public qui dit, qui a créé cette œuvre-là? C'est comme si y a une espèce de renversement. On prenait le droit moral de l'autre côté, et on disait, mais qui l'a créé? Qui sont les auteurs derrière ça? Et je trouve que c'est quand même une prétention légitime de la part du public, mais je suis conscient que ça fait partie de la zone très glissante dont il faut essayer de mesurer les effets et je ne sais pas comment l'histoire va finir, disons. C'est fascinant comme question sur l'intervention du public, qui est un phénomène assez récent, en fait, notamment dans le droit canadien, où on a commencé à reconnaître le droit de, de, de l'individu, mais aussi du public en général. Et en tout cas, c'est un revirement complet d'un droit qui, au départ, est associé à la protection d'une personne, le créateur, l'auteur. Alors, même si le droit d'auteur a intégré le droit du public, c'est quand même un changement d'envergure. Je suis à peu près sûr que je ne vais pas être capable de retrouver toutes les questions. Euh, toutes les questions. Pourriez-vous développer non, Caroline, sur les possibles effets secondaires d'étendre les droits d'auteur au système d'IA, particulièrement compte tenu des monopoles des GAFAM dans ce domaine? Euh, les dérives, si on protège des artefacts qui a priori sont pas protégeables, c'est ça? Oui, oui. Ben, le premier enjeu, c'est par exemple comment calculer la durée de protection de ces créations. Actuellement, tout le régime de droit d'auteur est vraiment centré sur les règles générales. Sur la vie de l'auteur. Donc, la durée, c'est la vie de l'auteur plus 70 ans suivant son décès. Donc, la première question ici, c'est ben, c'est quoi la vie d'un algorithme? Donc, qu'est-ce que ça veut être? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des protections indéterminées, indéfinies? Je sais pas. Ou est-ce qu'on créerait une durée limitée? L'enjeu, c'est qu'effectivement, aussitôt qu'une œuvre est protégée, ben, on tombe dans tout un régime de droit exclusif de monopole. Donc, aussitôt qu'on veut utiliser d'une façon ou d'une autre ce contenu, il faut aller chercher des permissions qui peuvent être effectivement gratuites, mais qui, plus souvent qu'autrement, sont payantes. Donc, on se retrouve avec des contenus qui vont inonder une vie et pour lesquels on devra chaque fois aller chercher des permissions pendant qui risquent éventuellement de ne jamais tomber dans le domaine public. Ce qui risque aussi de comme diluer d'une certaine façon peut-être le contenu culturel canadien, je parle pour le Canada, et aussi quand on pense par exemple, simplement par exemple, quand on voit les plateformes de streaming, la façon dont les revenus sont distribués, c'est vraiment un ratio, c'est vraiment combien de fois mon œuvre a été utilisée comparativement à l'ensemble du contenu disponible sur ces plateformes. Alors le fait qu'on se retrouve avec
on se retrouve inondé de contenu qui n'est pas protégeable par droit d'auteur, mais qui se retrouve sur ces plateformes, ça vient vraiment diluer la part en fait que des réels artistes pourraient toucher sur leur contenu. Donc, il y a vraiment des enjeux à différents niveaux, juridiques, financiers. Puis, tu sais, je pense que ultimement, il y a probablement aussi tous des enjeux au niveau de notre culture, comment on veut définir notre propre culture et qu'est-ce qu'on veut dire avec l'art, la création, etc. Je sais pas si, Georges, tu avais des... Ouais, c'est-à-dire, la question est large. Tu sais, c'est vrai qu'un des enjeux, c'est de rémunérer les auteurs. Tu sais, puis c'est ça qui reste important. Puis à la fin, si on dit il y a quelque chose qu'il faut préserver dans le droit d'auteur, c'est cette idée d'autorisation et ou de rémunération. Mais enfin, il faut trouver des nouvelles stratégies pour y arriver. Mais je pense aussi, puis c'est intéressant parce que l'art, en tout cas, c'était jusqu'à il y a 2 ans, disons, euh, la rencontre d'un public avec un artiste ou une artiste, par l'œuvre. Il y avait quelque chose de cette rencontre-là qui faisait partie de l'expérience artistique. On découvrait une personne à travers un texte, à travers une musique, à travers une toile, etc. Mais là, c'est plus ça. Je trouve qu'il y a aussi des changements là qui sont importants. On n'est plus dans le droit, évidemment, là, on est ailleurs, mais il y a ça aussi qui est un enjeu sous-jacent des créations faites par intelligence artificielle. Je profite de l'occasion pour rebondir ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, j'ai sans doute mal compris. Tu disais tout à l'heure qu'on est face à une technologie de rupture, on est face à une situation nouvelle. Et j'ai pas bien évalué cette rupture-là. J'ai du mal à identifier dans quelle mesure c'est plus. Je vais reprendre le propos de Michel Serres qui dit que en fait l'imprimerie est à l'origine de, de, de l'avènement des grandes religions, enfin, du développement des grandes religions par l'effet du livre, qui, enfin, le protestantisme sur Michel Serres a été créé par l'imprimerie. Tout homme est un dieu avec une Bible à la main. Je vois pas en quoi l'IA serait plus disruptive, pour prendre un terme du moment, que l'imprimerie, par exemple. Ouais, c'est-à-dire peut-être que c'est un choc de la même nature, mais là où c'est différent comme technologie, puis c'est pour ça qu'on ne peut pas la mettre comme technologie à la suite de l'imprimerie ou de l'Internet, c'est que, comme on dit, elle crée des œuvres. C'est tout d'un coup, il y a des œuvres qui arrivent de par l'IA. Les autres n'étaient que, je sais pas rien, là, mais des technologies pour faire en sorte qu'on ait des nouvelles copies ou d'autres façons de communiquer l'œuvre, mais d'une œuvre qui existe déjà, faite par un ou une auteur. Là, c'est la création même d'œuvres qui fait, comme disait Caroline, qu'on ne sait plus des fois qui a créé l'œuvre, jusqu'à quel point l'IA est intervenue. Tout ça, c'est au niveau même de la production de l'œuvre que l'IA maintenant intervient. Et c'est ça qui est différent. Le droit d'auteur a été pensé pour l'art du 19e siècle, grosso modo. Là, quand on arrive avec ça, là, on se dit, OK, est-ce que c'est encore le bon outil? Puis qu'est-ce qu'on veut faire avec le droit d'auteur? Puis moi, je pense qu'il est important de se poser la question. Et si on pose la question dans le contexte d'un enregistrement sonore, par exemple, qui évidemment enregistre des œuvres préexistantes, mais l'enregistrement sonore lui-même est protégé. Oui, parce que la loi est formulée bizarrement, mais ça, on est aussi dans le régime des droits voisins. Droit voisin, c'est pas la même logique que le droit d'auteur. C'est parce qu'en fait, on a une particularité dans la loi, c'est que l'enregistrement sonore n'a pas besoin d'avoir n'a pas de besoin d'avoir d'œuvres sous-jacentes. Donc, on pourrait enregistrer des bruits qui ne sont pas nécessairement originaux, mais la captation, l'enregistrement serait néanmoins protégée. Mais c'est une excellente question que vous présentez, commentaire. Mais c'est parce qu'en fait, là, on est dans le régime du droit voisin qui a vraiment qui s'éloigne un petit peu de la logique du droit d'auteur et qui est venu justement en réponse pour protéger tous ces acteurs un peu périphériques à la création qui sont là justement pour diffuser puis pour permettre de rentabiliser l'œuvre sous-jacente. Et donc, c'est ça qu'on analyse dans la deuxième partie du livre,
c'est justement de savoir est-ce qu'on pourrait créer quelque chose d'analogue aux droits voisins. Et la question, c'était possiblement, mais il y a des enjeux constitutionnels qui pourraient se présenter, d'où euh, d'où l'avenue en fait d'y aller plus vers la voie des bases de données à l'européenne. Mais c'est vraiment la même logique qu'on aurait dans ce cas-ci. Ma question s'adresse autant à Caroline qu'à Georges. Je me demandais où est vraiment le problème. Je reprends dans le sens de l'état de droit. On est dans un état de droit, puis c'est la règle de droit qui détermine tout. Oui. Donc, à l'origine, on pourrait dire, comme disent depuis longtemps en Chine, c'est que ça appartient à nous. On délègue à quelqu'un de réaliser une œuvre, mais en réalité, le droit d'auteur nous appartient. C'est la perspective publique. Ici, en Amérique du Nord, c'est plutôt la règle de droit, ben, elle est dans une loi, elle est au niveau de la protection des droits d'auteur. Parce qu'en fait, si on regarde la notion d'algorithme, elle est très ancienne, elle ne date pas d'aujourd'hui, Non. elle a plus de 2000 ans. Qu'est-ce que c'est? Un algorithme, c'est une suite de règles opérationnelles qui permettent à, aujourd'hui on dit un ordinateur, mais on pourrait dire à un être humain de réaliser une tâche d'ordinateur ou une œuvre artistique. Donc, dans le fond, un algorithme, c'est ce que c'est un outil. Pinceau, tableau, je fais le tableau et je mets mon nom dessus. Ça, on protège le droit personnel dans notre droit canadien. Puis là, je me disais, puis là, je faisais le lien avec le procès que vous connaissez sûrement qui a eu lieu à New York au niveau du sac Hermès. On fait un jeton NFT, un token, comme on dit, là, non-fungible token, du sac Hermès. On modifie quelques petites caractéristiques pour que le mot Hermès soit quand même très visible. Et là, on dit, voici un algorithme. Je le fais enregistrer comme moi, comme auteur. Je le breveté, puis hop, je le vends à 25 000 $. Donc, Hermès a dit, attention, vous avez, par la donnée numérique, associé la donnée à une unité, pas de mesure, mais artistique, si on veut, dans ce cas-ci, de création personnelle protégée. Le fait que vous avez passé par le biais des mathématiques pour faire une œuvre ne change rien. On voit très bien que ce que vous voulez vendre à profit pour vous, c'est le talent des gens d'Hermès, c'est notre entreprise, et il a été condamné. Donc, au fond, où est la différence? Ce sont deux régimes complètement différents. Là, c'est toute la question du cas d'Hermès, c'est vraiment en matière de marque de commerce, de dilution, où là, en fait, on est vraiment davantage à protéger les entreprises, puis s'assurer, en fait, que leur marque demeure le sceau d'origine de leur produit, qui s'engage de qualité, etc. Donc là, vraiment, dériver l'attention du public, puis faire des faux Hermès, puis euh, profiter en fait de la notoriété puis de l'achalandage d'Hermès, c'est vraiment ça que le droit des marques est venu condamner. Il n'y avait pas vraiment de question de droit d'auteur là-dedans. Ici, en matière de droit d'auteur, la question, c'est pas la question en fait, elle est un peu différente. C'est davantage la question de dire, ben, tout à fait, jusqu'à présent, l'algorithme, etc., ça a toujours été vu comme un outil. Euh, mais maintenant, l'outil, ce qui se passe, c'est que la présence de l'humain dans le processus créatif s'estompe davantage, puis on ne sait plus quelle est la part de l'humain versus l'apport de l'outil. Et c'est là où, en fait, ça devient difficile de tracer, d'établir la frontière entre ce qui devient protégeable et ce qui ne l'est plus. Euh, puis, dans un des textes de Georges ici, il y avait justement cette question de la main, jusqu'à quel point la main a encore davantage d'emprise sur le processus créatif comparativement au pinceau ou à l'outil. Et on dit que c'est une technologie disruptive parce que justement, l'intelligence artificielle prend davantage d'espace dans le processus créatif. Mais au fond, c'est le pinceau. C'est le pinceau puis le tableau qui a changé en réalité. C'est un tableau électronique puis c'est un pinceau électronique. Parce que la difficulté n'est pas que j'ai fait m'inspirant d'un style, par exemple, de Rembrandt dans votre ouvrage qui était préfigurer l'avenir.
Aujourd'hui, on dit, ah, j'ai fait une œuvre, j'ai reconstitué la fin de l'ébauche d'une symphonie de Beethoven qui avait été perdue, puis voici la fin, probable. Mais on ne peut pas dire c'est un Beethoven. Non. Ça a été fait, puis c'est très bien, Ouais. mais Beethoven n'aurait pas été d'accord. J'ai évolué depuis ce temps-là. Mon style a changé. Prenez pas mon nom. S'il était contemporain, on dirait, c'est pas le fait que vous avez fait quelque chose. Vous touchez pas à ce que moi j'ai fait. Tout le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais n'utilisez pas le nom de Beethoven. Il est protégé. Un artiste d'aujourd'hui peut être facilement copié de cette manière-là. Puis là, le copieur étant une personne qui fait mieux son marketing, vient à faire tout l'argent pendant que l'autre, il perd les bénéfices de ses créations. Ce qu'il faut protéger, c'est le talent, la personne qui fait l'œuvre. Et si quelqu'un usurpe son œuvre, puis finalement le prive de ses revenus, c'est ça qui fait que les créateurs trouvent qu'on les brime à ce niveau-là. Les créateurs, pour le moment, je pense qu'une des grosses préoccupations qu'ils ont, c'est justement l'utilisation de leur contenu dans le processus d'entraînement. Puis ça, c'est une question quand même assez fascinante parce que ce qui est problématique, c'est vraiment la constitution de la bibliothèque d'apprentissage de l'algorithme. C'est vraiment le fait d'aller chercher des œuvres, on parlait de moissonnage sur le site Internet, sur le web, de les télécharger, de constituer cette base d'entraînement. Mais par la suite, ce que le logiciel va faire, c'est qu'il va s'imprégner des œuvres, il ne va pas les reproduire. C'est comme quand on lit, c'est très bébête là, comme analogie, mais c'est vraiment, je constitue ma bibliothèque, ensuite je prends un livre, je m'en imprègne, mais en lisant le livre, je ne fais pas de plagiat. Et ça, c'est un petit peu le discours qu'on entend avec les GAFA et les développeurs, etc., de systèmes d'intelligence artificielle qui prétendent que l'apprentissage lui-même ne constitue pas une contrefaçon. Ce que l'algorithme fait, c'est qu'il analyse des tendances et il va essayer de reproduire ces tendances-là dans le output. Il va vraiment construire ses apprentissages à partir de ces données sans nécessairement que ça constitue une contrefaçon. Puis qu'est-ce que vous pensez de l'ordinateur qui prend votre belle thèse de doctorat, qui la paraphrase mot à mot, Oui. qui réorganise le tout, en réalité n'a rien créé, dit que c'est lui. En réalité, vous reconnaissez, mais c'est la structure complète de mon œuvre, mais il a changé tous les mots, il a changé toutes les phrases, il a changé l'ordre un peu. C'est une belle copie dont on ne peut pas retrouver l'origine, mais l'origine, c'est vous-même. Je ne serais pas contente. Je dis ça, mais c'est comme si je le disais dans d'autres mots. Je vais reprendre le fil des questions en ligne parce qu'il y en a plein et puis je m'excuse auprès de plusieurs parce que je vais faire un choix très éditorial. J'ai jamais vu, je pense, autant de questions sur un sujet dans qu'on organise. Un monsieur Belgique, que pense l'oratrice de l'obligation des fournisseurs de GenAI de publier un résumé de leurs données d'entraînement? Est-ce une bonne solution? Canada pourrait-il ou devrait-il s'en inspirer? Ce monsieur d'ailleurs qui avait dit un peu plus tôt que dans un commentaire question que la protection des banques de données en Europe ne fonctionnait pas. Oh. Oui, oui, puis j'avais lu ces commentaires-là aussi à Mathieu. Donc la question, c'était de savoir l'obligation de divulgation. Ah oui, c'est c'est ce qu'on disait tantôt. Je pense que ça peut être c'est la solution en fait vers laquelle l'industrie créative pousse aujourd'hui. Vraiment diffuser les données d'entraînement pour ensuite pouvoir aller toucher les bonnes rémunérations pour ces utilisations-là. Est-ce que c'est la bonne solution? C'est un petit peu ce dont on parlait tantôt. L'enjeu que je perçois avec ça, c'est est-ce que en divulguant ces données-là, est-ce qu'on va pour autant présumer que j'ai besoin d'aller payer, que j'ai besoin d'une autorisation, que j'ai besoin de payer une redevance? C'est ça l'enjeu. Donc, je pense que oui, c'est un bon point de départ, mais qu'il va falloir moduler
et voir aussi ensuite comment on va le transposer au Canada. Parce que le Canada, on est vraiment dans un régime de opt-in. Donc, il faut toujours aller chercher des permissions. Tandis que là, ce serait davantage une solution, non pas pour aller chercher des permissions, mais pour aller chercher un droit de rémunération. Fait que c'est pas exactement la même solution qu'on mettrait en place. Voilà. On sort un petit peu de l'output, là, mais Viviane de Kinder, l'utilisation d'une heure aux fins de l'apprentissage d'un algorithme serait été couverte par la défense de fair dealing à des fins De d'éducation, par recherche. exemple. Ouais. Puis ça fait penser aussi aux litiges sur New York Times. Oui. Alors, c'est la question de l'heure. Le fair dealing canadien, ça reste quand même une exception fermée, contrairement aux États-Unis. C'est un test en 2 étapes. Donc, effectivement, il faut d'abord que l'utilisation se qualifie en vertu de la loi, que ce soit à des fins de recherche, éducation ou autre. On peut éventuellement dire que ce sont des utilisations faites à des fins de recherche, mais encore faut-il que cette fin soit équitable selon les 6 critères de CCH. En l'occurrence, j'ai l'impression que, puis ça c'est vraiment ma perception des choses, mais j'ai l'impression que des chats GPT de ce monde auraient la difficulté à prétendre au caractère équitable de ces œuvres-là. D'une part, compte tenu de l'ampleur de l'utilisation, de l'impact négatif en fait que ça a sur le marché d'origine, l'impact aussi de l'utilisation, l'ampleur de l'utilisation, la durée en fait quasi perpétuelle de ces utilisations-là. Une fois que l'œuvre est encastrée une fois que l'œuvre est utilisée dans le système à des fins d'entraînement, elle est vraiment encastrée là-dedans. Donc, il y a quand même une certaine temporalité ici qui est à prendre en compte. C'est aussi l'aspect, la finalité commerciale. On n'est pas ici dans un laboratoire à utiliser une œuvre pour tester, développer quelque chose. Donc, j'ai l'impression que euh, la réponse est toujours que ça dépend, mais j'ai l'impression quand même que l'utilisation équitable pourrait être difficile à évoquer. Juste pour poursuivre là-dessus, l'autre exception à laquelle on pense parfois en matière d'entraînement, c'est l'exception de reproduction temporaire à des fins technologiques. C'est une exception qui a quand même qui a pas fait l'objet de beaucoup de décisions, peut-être juste de la Commission du droit d'auteur, mais qui a vraiment une application très, très, très limitée. Puis l'utilisation d'une œuvre peut être exonérée si elle est utilisée juste à des fins de processus technologiques, ce qui pourrait être le cas ici, mais il faut vraiment que cette utilisation soit limitée dans le temps, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, c'est une autre exception qu'on a dans la loi et qui me semble inapplicable. Donc, pour finir sur la question, ce que l'industrie de l'intelligence artificielle propose, c'est d'introduire une nouvelle exception dans la loi, qui est la fameuse exception de text and data mining, fouille de texte et de données, qui est présente en Europe, qui n'avait pas été adoptée dans le contexte nécessairement de l'IA, mais qui est réellement évoquée. Puis il y a vraiment l'industrie culturelle et créative ici au Canada est vraiment montée aux barricades et refuse de bout en bout ce type d'exception. Et justement, un peu plus tôt cette semaine, il y a une décision allemande qui a été rendue et qui a conclu qu'effectivement, l'utilisation d'œuvres pour des fins d'entraînement, ça constitue une reproduction, mais qu'en l'occurrence, la fameuse exception de texte de fouille et de données trouvait application et qu'en conséquence, il n'y avait pas de violation de droit d'auteur. Donc, je pense que ce type de décision, ça permet d'alimenter la réflexion canadienne justement sur la nécessité ou pas d'introduire ce type d'exception au Canada. Moi, je ne suis pas sûr sur ce que dirait la Cour suprême. Oui. Parce que la Cour suprême a tendance à privilégier beaucoup les utilisateurs. Et donc, puis, évidemment, moi, je suis pour une forme de rémunération. Si c'était moi qui devais décider, je dirais que c'est pas une utilisation équitable, mais
je serais quand même assez craintif d'attendre de voir ce que la Cour suprême va dire. C'est pour ça que ce que bien des gens réclament, c'est une espèce de clarification pour un peu tout le monde qui pourrait arriver du législateur pour donner une certaine forme de sécurité autour de cette question-là. Mais il est évident qu'il faudrait rattacher à ça une forme de rémunération. Euh, Est-ce que ça peut être sur le modèle de ce qu'on avait pensé à l'époque pour la copie privée audio à l'époque des cassettes, quand les cassettes sont arrivées, évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais c'est le même type de raisonnement, c'est-à-dire une technologie à la portée des utilisateurs qui sert à violer le droit d'auteur, en tout cas à l'époque, à faire des reproductions. Dans ce cas-ci, on pourrait dire, c'est un peu par analogie, là, dire ben, on va trouver une façon de collecter de l'argent euh, pour que ce soit considéré comme une redevance, puis on trouvera une façon de redonner cet argent-là aux auteurs. Tout ça reste à réfléchir, là, mais il y a peut-être là quelque chose qui permettrait de clarifier parce que je ne suis pas sûr que le Canada, la Cour suprême va vouloir faire bande à part autour de cette question-là. Si on voit qu'aux États-Unis, qu'en Europe, au Japon, il y a déjà une loi qui permet la fouille de données à des fins commerciales. Je ne suis pas certain que le Canada, dans 5 ans, si la Cour suprême se penche dessus ou un peu plus, va dire ben, on va aller à l'encontre de ce qui semble être ce qui semble se faire ailleurs dans le monde. Mais ça reste un droit statutaire. Donc, tant qu'on n'a pas d'exception spécifique de fouille de texte et de données, ce ne sera pas la jurisprudence qui va la créer. Fait ça va devoir passer par la voie du législateur. Puis aux États-Unis, Vincent évoquait les histoires aux États-Unis. Oui. Mais là-bas, il y a le fair use qui est une exception beaucoup plus ouverte et beaucoup plus, entre guillemets, permissive qu'au Canada. Je ne sais pas s'il y a encore eu des décisions qui sont rendues, mais c'est vraiment cette exception-là. Le pendant canadien, c'est l'utilisation équitable. Peut-être que le fair use sera invoqué avec succès, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura la même conclusion au Canada, vu que l'interprétation se fait quand même différemment ici, malgré la tendance de la France. C'était une des questions justement sur l'influence des procès états-uniens Oui. dans un contexte canadien avec une industrie quand même qui est très intégrée, mais je comprends quand même qu'il y a des interprétations différentes. Et relié à ça aussi, il y a eu une couple de questions sur la pertinence d'avoir, tu parles de copie privée, en fait, une nouvelle forme de gestion collective dédiée sur ça. Est-ce que ce serait envisageable? Est-ce que ce serait... Ben, en fait, c'est que il y a un droit d'autorisation puis il y a un droit à rémunération et c'est vraiment ça je pense que c'est un peu ça le nerf de la guerre dans la discussion actuellement. Est-ce qu'on veut continuer avec le opt-in? Très certainement. Je pense que c'est ça que l'industrie, du moins artistique, culturelle, souhaite. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un projet trop ambitieux éventuellement? Alternativement, ce qu'on peut voir comme solution, c'est plus un régime de opt-out avec un droit à la rémunération. Donc un peu une adaptation de ce qui se fait avec le régime de copie privée. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement super bien accueilli du côté culturel actuellement. Est-ce que c'est quelque chose qui va faire son chemin, qui va faire l'objet d'une réflexion et peut-être que ça va évoluer éventuellement? Mais hier, il y avait un échange notamment avec Brian Miles du Devoir, puis qui disait que le Canada devait vraiment aussi réfléchir à la solution qu'il souhaitait mettre en place parce que, à défaut d'ouverture ou de flexibilité, l'enjeu qu'on risque d'avoir, c'est d'avoir des intelligences artificielles, des systèmes d'IA, qui sont entraînés principalement sur du contenu étranger, non canadien, non francophone, non quoi que ce soit. Donc, ça peut avoir ultimement une incidence sur est-ce que ChatGPT va nous répondre quand on va lui poser des questions au sujet de, je ne sais pas quel sujet d'actualité du Canada, mais aussi sur notre culture, sur notre identité, etc. Euh, donc, c'est vraiment une question extrêmement complexe, très polarisante et qui implique en fait différents, enfin, qui est pluridisciplinaire en fait. Donc j'ai pas la réponse actuellement. Est-ce que c'est peut-être gestion collective? Probablement que c'est une solution, mais je pense que la question qui demeure, c'est opt-in ou opt-out. C'est vraiment ça l'enjeu.
Et on permet de rappeler qu'en Europe, en fait, il y a deux sortes d'acceptions du texte à intermarine. C'est à but commercial ou à but de RNI. Qui intervient. J'aimerais peut-être, parce que le temps file et il y a plusieurs qui me disent session trop courte, faut le refaire. Alors écrire un deuxième livre peut-être alors, pas uniquement sur le résultat, sur le put, mais sur l'avant. Et puis, moi, ce qui me fascine, c'est qu'au tout début de l'IA, en 2015, où on a commencé à s'y intéresser, le droit d'auteur a été complètement mis de côté. Et là, on n'est pas du tout dans le résultat, dans l'output, mais c'était, on rend libre disponibles les algos maintenant, qui ont été en fait réappropriés, rendus secrets par l'industrie, des algos suivants qui ont été développés dans les universités. C'est une catastrophe comment on s'est fait. Et moi, je sais que dans certains projets de recherche, on essaye d'accéder euh, au, au mode de calcul dans certains projets en santé, etc. Et souvent, ils veulent pas. Et des spécialistes d'informatique qui sont là-dedans disent souvent, bah, peut-être tout simplement parce que les algorithmes sont tellement nuls, ou parce qu'ils ont été pompés et développés au Mila par des étudiants au doc. Mais donc là, là le droit d'auteur reprend de la super. J'aimerais finir et il y a eu plusieurs questions très pratico-pratiques et très pratico-pratiques il y en a eu une couple, plus qu'une couple, sur je, je génère un prompt, je fais une requête et j'ai une image qui est générée. Quels sont les droits associés à ça? J'aimerais ça pour conclure. Encore une fois, ça permet de revenir là-dessus. Il y a eu plusieurs questions autour de ça. Ah ben, ça dépend. Non, mais c'est parce qu'en fait, la Cour suprême disait que un exercice purement mécanique, c'est pas suffisant pour donner prise au droit d'auteur. Euh, donc, simplement donner deux, trois petites instructions, poser une question, ce ne serait pas suffisant. Puis, quand je parlais tantôt de la grille d'analyse, il faut vraiment qu'il y ait un contrôle plus grand un contrôle exercé de la part de l'utilisateur sur la conception, l'exécution de son œuvre. Il faut quand même qu'il ait aussi une certaine conscience du résultat à obtenir. Donc, simplement dire dessine-moi, je ne sais pas trop quoi, mais sans vraiment savoir quelle forme ça va prendre, ce ne sera pas suffisant. C'est sûr que maintenant, une tendance qui commence à émerger, c'est de dire que au plus le prompt est défini et précis, au plus ça peut commencer à être suffisant pour qu'il y ait du droit d'auteur. Puis c'est vrai que le Canada a déjà reconnu qu'un auteur, un créateur peut déléguer certaines tâches du processus créatif à un scribe, à quelqu'un. Puis que dans le fond, un peu comme monsieur disait, à ce moment-là, l'exécutant fait juste effectuer, procéder à l'aspect technique de la tâche et le droit d'auteur va vraiment remonter à la personne qui a vraiment conceptualisé toute l'œuvre. Voilà. Mais C'est je à peu près la vois même réponse. sur Google, puis les entreprises, par exemple, pour lesquelles on va laisser toutes nos images personnelles. Et on sait qu'une dispense de responsabilité depuis le tout début de l'existence de ces entreprises-là, elle est fait qu'on n'est pas propriétaire du contenu et que finalement, ça peut être effacé, disparaître. Et ils ne sont pas tenus de le redonner, ils ne sont pas tenus à ce que je sache, là, peut-être qu'il y a eu des changements depuis, sont pas connus à quoi que ce soit. Donc, ils peuvent, en principe, puisqu'on est déjà signé, ils pourraient utiliser l'ensemble de toutes les photographies de tous les abonnés de Facebook, de tous les abonnés de Google pour entraîner, parce que c'est un système d'entraînement par image. L'apprentissage se fait par image. On identifie un chat à partir de millions d'images de chats, faire la différence entre un chat et un lion. C'est comme ça que l'ordinateur apprend actuellement. C'est ça qui est le gros progrès de l'IA. Mais je me demande qu'est-ce qui arrive à tous ces créateurs-là qui ont déposé des dizaines de milliers de photos. Même dans mon téléphone, j'ai 80 000 photos. Qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? Parce qu'ils ne reconnaîtront pas qu'au fond, c'était telle photo du port de Montréal à telle date ou telle photo prise à Dubaï. Mais ça a été pris de là, les connaissances. Mais nous-mêmes, comme humains,
on est venu au monde en pleurant. Les connaissances sont appelées quelque part ailleurs. Donc, tout le monde dépend de quelqu'un là-dedans. Et même l'intelligence artificielle n'est pas différente de nous. On a pris l'alphabet, on a pris le langage. Tout ce qu'on peut dire, c'est des algorithmes à partir de A, B, C, tel son, tel mot, tel. On apprend comme ChatGPT peut apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ce qui arrive de nos données là, sur Google et sur Facebook? Qu'est-ce qu'on peut donner comme Alors, statut? par rapport à tout ce qui est diffusé sur Facebook, etc., sûr que vous octroyez des droits à Facebook, puis il y a des licences là-dedans quand vous vous abonnez, vous consentez à certains droits à Facebook, puis c'est sûr que ce sont des licences qui sont extrêmement permissives. On peut même se demander si elles sont vraiment valides puis opposables. Ça n'a pas encore été testé par les tribunaux, mais ça reste une grande question en suspens. Mais cela dit, dans les faits, il y a déjà eu des décisions qui sont venues dire que l'utilisation prendre une photo sur une plateforme, un réseau social, sans la permission de l'auteur, puis l'utiliser à l'extérieur de cette plateforme-là, par exemple à des fins commerciales, à des fins publicitaires ou autres, ça constitue de la contrefaçon. Donc vraiment reprendre puis repartager le contenu à l'extérieur de la plateforme. À l'intérieur de la plateforme, c'est un peu plus nébuleux là, mais à l'extérieur à des fins qui n'étaient pas initialement convenues ou auxquelles on ne consentait pas nécessairement, c'est problématique et ça constitue de la contrefaçon. Par rapport à tout le moissonnage, euh, il y a des décisions également, notamment, je pense, Ontario, qui sont venus dire que l'extraction de données, ça peut être problématique au niveau contractuel, ça peut être une violation des conditions d'utilisation, ça peut également être une violation de droit d'auteur à partir du moment où ce qu'on extrait, c'est pas juste une donnée, une information, que c'est vraiment une œuvre ou une partie importante d'une œuvre. Fait il y a vraiment différentes balises, il y a vraiment différentes mesures de protection pour empêcher l'extraction de ces données-là. Mais de manière cryptée, par exemple, l'artiste qui veut protéger son œuvre Oui. au Canada, au Québec, dit, eh, protégez, là, vous ne l'utilisez pas pour l'IA. Prends une photo, ça s'en va sur Facebook. C'est utilisé de façon non identifiable, cryptée, mais ça fait partie de l'entraînement de l'IA. Je dis pas en particulier Facebook, parce qu'ils sont pas tellement dans l'IA, mais en fait, de toutes ces bases de données-là, de Google et autres, qui ont des IA, ou Microsoft, qui ont des IA, ils entraînent à partir de quoi? Ben, de façon anonyme, par les photos des usagers. On ne sait pas. Ils sont pas en train de copier l'œuvre, ils sont en train de s'inspirer pour faire d'autres créations. On peut, comme on prend l'alphabet ou les mots pour créer un nouveau texte. Ben, moi, ma solution, c'est de pas aller sur Facebook. C'est une belle conclusion. Une belle conclusion. Et je me permets de rebondir là-dessus pour vous remercier Caroline Genart, associée, Georges Azaria, directeur de l'école d'art. Merci infiniment. Tout le monde me dit qu'il faut en faire une autre. Toujours un plaisir d'entendre Caroline et Georges, le gai savoir, dixit de François Lemoine. C'était un vrai plaisir. Je m'excuse de ne pas avoir su gérer cette avalanche de questionnements qu'a suscité vos présentations, très belles présentations. En tout cas, je vous invite à lire ce livre incontournable. Et peut-être pour la formation continue, vous dire que le mot, d'ailleurs, c'était ma première question. Le mot, c'est dilemme. Ah. Parce que en écoutant, en fait, j'étais pas tout à fait sûr du dilemme. En fait, je vois que là, utiliser un terme que je déteste, le droit dispose d'une certaine résilience pour régler ces questions aussi disruptives soient-elles. Mais c'est pas une nouvelle question parce qu'il est 36. Non, Merci de votre présence en personne. Merci encore une fois, on a ce mois-là, mais on a été 105 à un moment donné en ligne. Prochaine rencontre, il est en train possiblement de se décider dans le cadre de l'OPIA le 1er novembre. Sinon, le 28 janvier, on aura deux auteurs ontariens, sur Abdil et Hallery, qui vont parler de leur
dernier livre sur le Legal Singularity, un texte intéressant. Donc, au plaisir de vous accueillir aussi nombreux. Merci.